Les groupes aéroportuaires ont largement bénéficié du boom du transport aérien, mais ils doivent composer avec une concurrence de plus en plus féroce. En Europe, la bataille entre les principaux hubs fait rage, et au sein de chaque pays, les petits aéroports prennent des parts de marché aux grands aéroports internationaux. Les enjeux sont plus importants qu'on ne le croit. Certains groupes comme Aéroports de Paris contrôlent plusieurs aéroports, génèrent un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros et affichent de solides performances financières. Le marché européen est d'ailleurs l'un des plus importants, avec une part de près de 30% du trafic passager mondial. La concurrence sur le marché est d'autant plus forte que la région concentre 4 des 10 plus grands aéroports internationaux. Comme on le voit sur ce graphique, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne disposent chacun d'un important hub international qui relie l'Europe au reste du monde. Au-delà de l'activité du transport aérien proprement dite, les hubs génèrent des retombées économiques très importantes, qui expliquent le soutien des gouvernements et des États aux groupes aéroportuaires. Prenons le cas d'Aéroports de Paris. Les services liés au transport aérien à proprement parler représentent tout juste la moitié du chiffre d'affaires du groupe, l'autre moitié comprenant notamment la gestion immobilière ou encore les nombreux commerces que l'on trouve dans les aéroports du groupe. Ces activités ont le grand avantage, pour ADP comme pour ses concurrents, d'être beaucoup plus rentables. ADP a généré en 2010 un résultat opérationnel de près de 350 millions d'euros grâce au commerce et aux services, contre à peine plus de 100 millions d'euros pour ses activités aéronautiques. Voilà de quoi apporter un peu d'air aux gestionnaires d'aéroports, qui sont par ailleurs inquiets pour la santé des compagnies aériennes. Le trafic aérien devrait au mieux stagner en 2012 et pourrait même reculer dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale. American Airlines s'est déjà placé sous le fameux chapitre 11 qui protège les groupes en faillite et d'autres compagnies pourraient bien lui emboîter le pas. Rien d'étonnant dans le fond quand, rappelons-le, entre 2001 et 2010, le secteur a cumulé au niveau mondial un déficit de près de 20 milliards d'euros. Difficile dans ce contexte d'augmenter d'encore un peu plus les taxes aéroportuaires et donc le chiffre d'affaires. Et puis, il faut garder à l'esprit que les grands aéroports ont souvent une dépendance importante, un client historique. C'est vrai pour Air France à Roissy, c'est vrai pour British Airlines à Londres et c'est vrai pour Lufthansa à Francfort. Dernière source d'inquiétude enfin, la popularité croissante des compagnies aériennes à bas coût qui drainent chaque année des dizaines de millions de voyageurs vers des aéroports de moyenne et de petite taille qui échappent assez largement aux grands gestionnaires d'aéroports. En effet, plutôt que de relier des aéroports en passant par des hubs, comprenez des plaques tournantes, comme illustré à gauche sur cette slide, les compagnies low cost préfèrent un modèle point-to-point, illustré à droite. Elles relient directement entre elles de très nombreuses destinations en contournant soigneusement les aéroports les plus fréquentés, ceux dont les taxes sont les plus élevées. C'est une façon efficace de réduire les coûts et donc de pouvoir offrir des places à prix plancher. Concurrence internationale en hausse, développement des petits aéroports et des lignes ferroviaires, doute sur l'avenir de certaines compagnies aériennes. Les inquiétudes sont légion et les intérêts économiques en jeu expliquent largement les tensions qui naissent dès que l'on agite le spectre des grèves, des subventions aux compagnies low cost ou encore de projets de nouveaux aéroports. À n'en pas douter, l'année 2012 s'annonce ainsi très délicate pour les gestionnaires d'aéroports.